Bonjour YouTube, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dans la tête de Dico. Je vous raconte une partie que j'ai jouée récemment, je vous explique ma manière de procéder, ma manière de réfléchir pendant la partie, ce que j'ai vu, ce que j'ai raté, les opportunités réussies ou ratées encore une fois, et j'en profite pour mettre ça au sein d'un thème plus générique que j'essaie de varier au cours des vidéos, des semaines. Sur cette partie, j'ai choisi comme thème le case blanche versus case noire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que sur l'échiquier, il y a des cases blanches et des cases noires. Alors, ça n'a aucun intérêt strict dans le jeu, hormis, je vous vois venir, pour le placement des pièces. Parce que dans les règles, les pièces, c'est les pions sur la deuxième, la septième, la dame sur sa couleur, les tours sur les bords, etc. etc. Donc la dame sur sa couleur, ça dépend de la couleur de la case, mais en soi, techniquement, ça ne change rien. Mais par un souci principalement de visualisation, c'est beaucoup plus simple de voir notamment les diagonales des fous grâce à ces couleurs blanches et noires pour les cases, comme on les appelle en français. En anglais, c'est light square et dark square, qui veut dire les carrés clairs et les carrés foncés. Anecdote. Qu'est-ce que c'est? Quand on n'a plus qu'un fou, quand il y a un fou de nous deux qui a disparu, on se trouve souvent un peu fragilisé sur les cases de cette couleur. Par exemple, si on m'enlève mon fou blanc, ben les cases blanches ne vont plus être touchables par les fous, parce que chaque fou ne peut toucher, même au cours de toute une partie, que la moitié des cases de l'échiquier. Hein. Le fou noir, le fou de case noire ne pourra jamais aller sur une case blanche et inversement. Pareil pour les fous blancs de case noire et de case blanche. Et donc, quand on perd un fou, on perd cette possibilité. Et vous allez voir dans la partie que, avec les chaînes de pions qui servent parfois à compenser, par exemple, hein, si vous mettez un pion ici quand vous êtes les blancs, un pion ici, vous avez trois pions comme ça. Si vous mettez tous vos pions sur des cases noires, vos pions contrôlent des cases noires. Celle-ci, qu'on peut mettre en vert. Et si vous avez perdu votre fou de case noire, qu'il a disparu, mais que vous avez encore votre fou de case blanche, votre fou va pouvoir se balader au milieu de vos pions. Il va ainsi contrôler des cases blanches, pas toutes mais certaines, et vos pions contrôler des cases noires. Vous pourrez avoir un certain contrôle de tout l'échiquier ou d'une bonne partie de l'échiquier. En revanche, si jamais dans le même cas votre fou blanc, votre fou de case blanche, lui, a été éliminé, il ne vous reste que votre fou de case noire et que vos pions sont sur des cases noires, vous allez vous retrouver à contrôler les mêmes couleurs de cases avec votre fou qu'avec vos pions. Résultat, vous allez avoir des cases blanches plutôt faibles, ce qui est préjudiciable lorsque c'est autour de votre roi. Vous allez voir l'exemple dans la partie. Je joue les noirs, mon adversaire joue les blancs, il est maldivien, il est à peu près à 1300 Elo, et je suis à 1400. C'est une partie en 15 plus 10, donc 15 minutes pour débuter et 10 secondes de rab à chaque coup joué. Il entame avec E4, je réponds avec E5 classique, le cavalier C3, cavalier F3, cavalier C6, qui défend, hein. Il m'attaque mon pion, je défends mon pion, et là il joue fou B5, qui est ce qu'on appelle l'espagnol, sur lequel je réponds toujours par A6. C'est un des coups jouables, hein, c'est pas le seul, mais A6, voilà, c'est un coup théorique, propre, tout va bien. Traditionnellement, le fou recule en A4 pour garder la pression sur cette diagonale et ce cavalier-là. Je sors mon deuxième cavalier pour attaquer son pion. Là, il y a plusieurs réponses possibles. Et mon adversaire défend tout simplement son pion avec le coup D3. Il défend le pion D4. La partie est ultra stable, ultra équilibrée. Rien d'extraordinaire. Plein de coups peuvent arriver. Et comme traditionnellement, enfin c'est comme ça que je joue moi, je joue fou C5. On est loin dans la théorie. Les théories des joueurs super forts vont beaucoup plus loin. Mais là, c'est vraiment très basique. Des débuts joués, même à des élos à moins de 900, moins de 800, c'est vraiment traditionnel. Il n'y a rien de fou. Et là, il s'avère que mon adversaire joue un truc qui m'a étonné. C'est pas souvent quand je le rencontre. C'est de manger le cavalier avec le fou, ce qui est assez bizarre, puisque vu que quand j'ai attaqué son fou, il a reculé son fou, c'est bizarre de perdre un temps pour ensuite revenir manger mon cavalier. L'astuce étant, bah ouais, regarde, je mange ton cavalier. Si tu me reprends, et ben ton pion n'est plus défendu, puisque avec son fou, il vient de manger le cavalier. Alors ça, c'est une astuce que je connais et qui est jouée plus tôt. C'est que là, en fait, dès le début, hein, on chasse, et quand les joueurs ne connaissent pas du tout, c'est rare, hein, mais dans les premières fois où ils jouent cet espagnol, ils se disent, bah, son cavalier noir défend son pion,
Donc je vais enlever le défenseur. Si avec mon fou je prends, bah là le pion il n'est plus défendu. Lui, je viens de lui manger un cavalier, donc il va remanger. Donc hop, il va remanger par exemple avec le pion D. On pourrait le faire avec le pion B. Moi je le fais avec le pion D. Et dans ce moment-là, on se dit ah ben le pion est gratuit. En fait, il n'est pas vraiment gratuit, puisque suite à ce cavalier E5, je le sais. Quand je dis je le sais, c'est que je l'ai rencontré, je l'ai appris et voilà, je peux le réciter. Il n'y a pas besoin de réflexion aujourd'hui parce que je suis habitué. Ici, avec notre dame en D4, on attaque à la fois le pion et le cavalier. Et il s'avère que notre adversaire ne peut pas défendre les deux en même temps. Il peut s'en sortir néanmoins. Il y a plusieurs moyens. Parfois, on joue cavalier F3, qui est le plus basique, c'est-à-dire que si on fait dame prend pion, donc on récupère le pion qu'on avait perdu en faisant échec, il y a dame 2, on peut échanger et la partie joue. Pas forcément super pour les blancs, les noirs ont égalisé, voire ont déjà pris un petit avantage parce qu'ils ont déroqué les blancs et que les blancs vont avoir du mal à se développer. Mais bon, ça arrive parfois. Un autre coup pour répondre à ça, c'est de jouer cavalier G4. Alors ça paraît bizarre, mais sur dame prend le pion, on dit échec, pardon, on fait cavalier E3 qui bouche donc l'échec, et on pouvait dire qu'il y avait une double attaque sur le pion non défendu de la dame, mais le cavalier en E3, c'est assez magique, contrôle également le pion G2. Cette position est censée être avantageuse pour les noirs, c'est pourquoi il est rare que les gens prennent, quand ils se sont pris une ou deux fois et qu'ils ont vu qu'ils avaient une position pas terrible, même si matériellement c'était égal, ils arrêtent de jouer ça. Mais là, c'est la première fois qu'on me joue ça un coup plus tard, enfin ou deux coups plus tard, où boum, on me prend le cavalier. Donc moi, je reprends comme d'habitude, et là, je me dis, tiens, mais c'est bizarre qu'on m'ait jamais joué ça. Et si on m'a jamais joué ça dans une ouverture qui est aussi classique, c'est peut-être simplement que c'est pas très bon. Mais attention, c'est pas parce que c'est pas très bon déjà, peut-être pas, mais c'est pas parce que c'est... Si c'est rarement joué, c'est très souvent pas très bon, mais c'est pas parce que c'est pas très bon que moi, avec mes 400 Elo, je vais réussir à profiter de l'erreur de l'adverse, et de gagner la partie. Entre s'il a joué un coup pas très bon et je gagne, il va s'en passer des choses. Je peux lâcher des pièces en 1, je peux rater un mat contre moi, je peux rater un mat contre lui, etc., etc. Bref, rien n'est fait. Mais par habitude, je vais me dire, tiens, je vais faire un petit peu comme d'hab, comme le coup d'avant que je viens de vous montrer, la même chose dame D4. Alors là, il y a une double astuce, c'est que non seulement j'ai mis pas mal de temps, j'ai bien réfléchi, vous voyez 2 minutes au chronomètre qui s'enlève, j'ai bien réfléchi, j'attaque le cavalier, mais j'attaque pas le pion puisqu'il est défendu, d'accord ? J'attaque pas le pion E4. En revanche, j'attaque le pion F7 qui menace échec et mat. Donc si mon adversaire faisait comme on a vu auparavant, cavalier F3 par exemple, tout à l'heure, pour défendre son cavalier, pour l'enlever, et bien là on pourrait faire dame prend F2, échec et mat. Donc il va pas le faire. Et de la même manière, non en fait d'ailleurs, on peut se dire qu'il pourrait jouer cavalier G4, et là on peut plus faire échec et mat, puisqu'il y a le cavalier qui peut manger. D'accord. Mais il s'avère que... alors qu'est-ce qui nous a sorti c'est fou prend G4, voilà, pardon, excuse-moi. On prend la pièce qu'on vient de nous donner, qui certes est défendu par la dame, mais s'il prend avec la dame, on a dame prend F2 qui est écrasant. Alors c'est pas échec et mat, puisque le roi peut se barrer, d'accord, mais la dame était en prise. Donc finalement, on n'avance pas. Résultat, mon adversaire s'en rend compte, je crois qu'il dépense un peu de temps, voilà, près de 2 minutes. Il se rend compte qu'il ne peut pas défendre son cavalier, donc il décide de roquer en disant tant pis, j'ai perdu mon cavalier. Au moins là je suis pas mat. Il protège son roi plutôt que son cavalier, c'est probablement une bonne option pour ne pas perdre la partie tout de suite. De mon côté, je fais ma moisson, c'est pour ça que je suis venu. Et là mon adversaire joue un coup assez catastrophique, c'est l'ordi qui me le dit, c'est pas moi. Sur le coup, il faut trouver les solutions. Là, à ce moment-là, je suis très content. J'ai gagné un cavalier contre un pion. Le pion E5. Je suis très, très content. Je suis développé. Regardez-moi ça. J'ai 3 pièces développées. Les blancs ont 0 pièces développées. La tour, après, le roc n'est pas considéré comme étant développé. Donc, tout va bien. Il va falloir gagner, mais tout va bien. Et puis ici, il n'y a plus de cavalier pour défendre le roi blanc. Il faut néanmoins trouver les bons plans. Mon adversaire aurait dû jouer... Vous allez comprendre pourquoi, en fait. Il pousse C3, et c'est une mauvaise chose parce que cavalier G4 qui attaque le pion H2, non pas avec le cavalier, mais avec la dame qui menace échec et mat. Oui, c'est assez violent. Donc, c'est ce que je joue sans forcément avoir toute l'idée derrière, mais en me disant, quand tu menaces mat,
quand tu menaces un mat en 1, quand tu menaces une prise en 1, l'adversaire est obligé de réagir maintenant et pas demain. Donc il n'a pas 50 000 manières de réagir. La meilleure et la quasi seule, c'est la case G3, en bougeant le pion, qui empêche non pas le cavalier de prendre, mais la dame de venir prendre le pion H2. Donc il n'y a plus mat. Ça, c'est une bonne chose. Malheureusement, il fragilise, comme je vous le disais en début d'épisode, ses cases blanches. Il a perdu son fou blanc tout à l'heure en venant manger ici mon cavalier. Il n'a plus de fou de cases blanches. Et il a des cases autour de son roi, blanches, qui sont assez fragiles. Pourquoi ? Parce qu'elles ne peuvent être contrôlées, grosso modo, que par un fou de cases blanches qui n'est plus là. Alors certes, ça peut être une dame. On ne va pas utiliser une dame juste pour contrôler quelques cases près du roi. C'est un peu gâché vu la puissance de la dame. Le cavalier, son cavalier pourrait venir jusqu'ici peut-être pour contrôler ces 2 cases. Mais ça devient quand même faiblard. Et les tours, pas évident pour les tours de contrôler plusieurs cases en diagonale les unes des autres. C'est pourquoi l'ordi préconise dans cette situation-là, même si elle est déjà très mauvaise étant donné qu'il y a une pièce qui a été perdue, de jouer par exemple cavalier D2, auquel cas si on joue cavalier G4, le même coup qui menace mat en 1, les blancs peuvent contrer en jouant cavalier F3, donc ils ont couru, ils ont remplacé le cavalier qui était parti en vacances, et ils protègent désormais la case. Je ne peux plus faire échec et mat, puisqu'on a cavalier prend dame. Ou alors, une autre option qu'aurait pu jouer mon adversaire, c'est de jouer, au lieu de jouer C3, de jouer dame F3. D'accord ? Et dans ce cas-là, pareil, je peux faire cavalier G4 pour menacer mat, mais les blancs peuvent faire dame G3, qui protège la case H2, c'est le même principe qu'avec le cavalier tout à l'heure, auquel cas j'aurais probablement joué dame prend G3, H prend G3, et là, vous voyez qu'on continue à garder notre avantage. On a échangé les dames, et quand on a un avantage d'une pièce, échanger les pièces, c'est une bonne chose. Dans la partie, donc, mon adversaire a choisi de jouer C3 et j'attaque. Il se retrouve obligé de jouer G3 pour ne pas perdre la face, et là, j'ai trouvé un joli coup. C'est un peu la même idée. Je menaçais mat en H2, pareil, je vais menacer mat en H2, en déplaçant ma dame. Alors, c'est peu de pièces, je gâche du temps et des coups de dame répétés, etc., et de cavalier répétés pour attaquer le roi, mais déjà je menace mat et je fragilise globalement le roc adverse, ce qui est une bonne chose. Et je vais essayer, en mettant ma dame maintenant sur une case blanche, de profiter de ces cases blanches assez fragiles autour du roi pour marquer mon territoire et si possible concrétiser l'avantage. Mon adversaire trouve la meilleure parade qui empêche. La deuxième meilleure parade selon l'ordi, c'est dame prend G4 pour perdre bêtement la dame, enfin bêtement, tout simplement. Il trouve que c'est mieux ça, enfin que c'est ça le moins pire à côté de jouer H4. Alors H4, pareil, H3 marche pas, parce que s'il joue H3, je fais dame prend, puis là c'est fini. Et donc il joue H4 qui fragilise totalement les cases blanches, c'est un gruyère autour du roi noir, il va falloir passer. Mon fou blanc est prêt à venir, on va voir comment il va s'en sortir. Et là, je choisis de me dire, ça y est, là je suis bien, je n'ai pas à bouger, je ne suis pas contraint de me déplacer. J'ai ce pion-là qui est cloué, ici, le fou est bien placé, on va ramener des pièces à l'attaque. Comment on fait pour ramener des pièces ? Soit je sors mon fou, mais il est déjà sur une case qui est correcte, je vais attendre d'avoir décalé mon cavalier quelque part, je ne sais pas où, avant de sortir mon fou, donc je vais simplement roquer. Voilà, c'est pas le meilleur coup d'après les premières réflexions de l'ordi, mais ça prépare une tour sur la colonne F. Tout va bien. Mon roi est sur une case blanche, ce qui veut dire qu'il est surtout menacé à cause du pion F7 par le fou de case blanche, mais le fou de case blanche n'existe plus. Donc, être sur les cases blanches, c'est vraiment un avantage quand on est les noirs sur cette partie. D'où l'importance, c'est une raison de l'importance de la paire de fous, comme on dit parfois. On dit, ah oui, mais toi, t'as plus que fou et cavalier, ou fou cavalier cavalier, et lui il a fou fou cavalier, il a la paire de fous. La paire de fous, ça permet d'avoir un meilleur contrôle de toutes les cases de l'échiquier. Donc j'ai roqué, mon adversaire continue son expansion, sa prise d'espace pour essayer de me contrer en attaquant mon fou. Je choisis de le reculer, non pas comme j'aurais pu vraiment le faire et comme le préconise Stockfish en B6 pour le garder sur la diagonale. J'avais peur d'avoir un fou enfermé et finalement de ne pas profiter pleinement de la pièce d'avance matérielle que j'avais. Donc j'ai choisi de le jouer en E7. C'est pas parfait, mais j'avais pour idée de venir manger en H4, le sacrifier. Avec pion prend, j'avais dame prend, et là le roi était vraiment à découvert et ça aurait été compliqué pour mon adversaire de s'en sortir. D'autant que le fou de case blanche arrivait. J'ai choisi fou E7 avec cette idée-là. Vaut mieux
je sais plus qui c'est qui a dit, peut-être Nimzovic, qui a dit vaut mieux un plan pas très bon qu'on suit que pas de plan du tout. Mon adversaire joue étonnamment roi G2, il se dit qu'il va peut-être exploser, je sais pas. Peut-être que son plan c'est de mettre sa tour en H1, développer ses pièces et doubler ses tours ici pour empêcher, je sais pas trop, on verra. En tout cas, moi, j'y vais. Vous voulez les cases blanches, vous voulez qu'elles soient à moi. Je profite de ce fou blanc de cases blanches inexistant chez les blancs pour envoyer ce pion-là, mon roi n'étant pas vraiment en danger. Si jamais mon adversaire répondait par dame B3, ce qui attaquerait mon roi, je mettrais mon roi dans le coin et pas vraiment de danger pour mon roi. Et des pièces qui convergent sur le roi blanc et des pièces blanches qui sont encore peu développées, voire pas développées. Cela ne se produit pas, mon adversaire échange, j'envoie ma tour. Alors ça aurait été mieux apparemment de mettre la dame, certes, mais je n'y ai pas pensé. Je voulais garder, ça mettait dame qui prend pion, ça permettait de déclouer notre cavalier, puisque là pour l'instant, le cavalier est bloqué. Dès que je bouge le cavalier, on a dame prend. Bon, plus maintenant avec la tour. Mais ça a l'air moins précis en tout cas. Mon adversaire essaie de s'en sortir. Il attaque simplement mon fou de case noire. Mais rappelez-vous, je vous l'ai dit, ce qui compte dans cette partie à mes yeux, c'est le contrôle des cases blanches. Et si on lève le fou de case noire, finalement, ça ne change pas grand-chose. Je choisis d'ignorer cette menace totalement et de ne même pas jouer fou prend. Et de me dire, là, mon idée là, c'est de peut-être venir prendre ce pion-là, alors pas avec le fou parce qu'il sera probablement plus là, mais de venir profiter du clouage du pion. Si j'enlève le cavalier et que je viens manger ici, à ce moment-là, que je viens manger, ce pion-là, avec une tour par exemple. Si je joue tour H5 et tour prend H4, il ne peut pas manger parce que le pion est cloué. Mais ce sont des plans à semi-long terme. J'ai l'impression d'avoir un énorme avantage et je me dis que les blancs ont surtout des problèmes à régler pour l'instant, notamment dans leur case blanche. Ça va être compliqué. Dame prend fou, puisqu'il n'était pas protégé. Semi-grosse menace avec dame D8 qui attaque mon roi en me mettant en échec et qui permet de prendre le pion C7. Alors c'est une piètre compensation. Mais il s'avère que la réponse à dame E7, c'est fou E6, qui permet de libérer la tour, qui était encore en A8 jusqu'à maintenant. Ça lui permet de contrôler la ligne 8. Et même s'il y a dame prend C7, ce dont je doute, dame prend C7, c'est toujours la dame sur une case noire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que elle a besoin d'un coup supplémentaire pour aller sur une case blanche. Quand on est sur une case d'une certaine couleur, quand on se balade en diagonale, on reste sur la même couleur. Donc s'il vient manger mon pion C7, à ce moment-là, il va devoir perdre un coup pour aller sur une case blanche. Et encore, c'est pas fini. Là, il n'y a pas de case blanche. Ça, c'est contrôlé, ça, c'est contrôlé. Si jamais il est en C7, il ne peut pas atteindre une case blanche sans passer par mes pièces. Donc ça va être compliqué. Il s'avère qu'il la mange. Et à la surprise générale, non, pas du tout. Je profite des cases blanches. Je vous ai déjà parlé de la couleur des cases. Ici, la même chose. J'abandonne le pion B7, pardon. Mais il est en échec, donc il va devoir réagir. Et il a beaucoup de problèmes à régler. Et même si je perdais un pion, c'est pas très grave. Là, tout va ici. Il n'y a personne pour le défendre. Le roi, il est un peu tout seul. Et là, on voit bien que les cases blanches sont intouchables par les blancs. Donc les noirs sont très contents. Le roi va dans le coin, il n'a pas trop le choix. Et là, c'est un petit peu pour ça, je l'avoue, parce que j'étais assez fier de moi, que je vous ai montré ça. Je joue tour prend F2, en calculant une variante qui est celle dans laquelle mon adversaire va suivre. Tour prend. Bon. Et là, je joue cavalier, qui n'était pas le coup obligé, mais c'est ce que j'ai calculé en me disant, sacrifie, mais certes, je sacrifie du matériel, il peut me reprendre mon cavalier, mais avec dame C2, c'est ce que je compte, je pourrais m'en sortir. Il s'avère qu'il y avait un mat en 7 que moi je n'ai pas vu et qui commençait par dame E4. Ça m'a paru assez compliqué, mais vous voyez l'importance vraiment grande de la couleur des cases, parce que là, qui va m'empêcher d'aller sur cette diagonale ? Qui ? Pas le fou de case blanche, pas la dame qui est beaucoup trop loin et qui est sur une case noire. Personne. Donc je vais pouvoir y aller tranquille. La meilleure défense, c'est dame F7,
mais c'est une espèce de fausse défense. Hein. Dame F7, c'est juste, fou prend F7, ça fait juste gagner du temps. Tour prend F7, roi prend F7, c'est juste des sacrifices en pagaille, juste pour empêcher les noirs de conclure trop vite. Mais en soi, si on avance un petit peu plus, l'idée, c'est simplement ça. Hein. Dame machin, échec et mat. Donc on va pouvoir peut-être, si je joue un coup hasard du style tour ici, d'accord, il y a toujours échec puisque le cavalier contrôle la case F2. Donc c'est très compliqué pour les noirs, pour les blancs de s'en sortir. Il s'avère que je ne vois pas ce coup qui est quand même très joli, mais pas évident. Pas évident de se dire j'ai donné une tour et là je peux mettre madame en E4 et on va pas trop m'embêter. C'était pas facile, en tout cas moi je l'ai pas vu. Je choisis de prendre la tour, il reprend avec le roi et là je me dis c'est exposé, je peux ramener la tour avec tempo. C'est-à-dire en gagnant un temps, je ramène la tour en mettant échec. Les noirs doivent parer tout de suite, c'est la règle. Et à ce moment-là, je vais pouvoir moi continuer et l'écraser entre ma dame, mon fou et ma tour. Et toute cette zone totalement libre et laissée libre par toutes les pièces blanches qui, pour 3 d'entre elles, n'ont pas bougé, ça devrait bien se passer. Il s'avère que je poursuis mon plan plus simplement, ce que j'avais prévu dans ma variante. Dame C2, échec. C'est pas pour aller manger le fou, hein. À la rigueur, je m'en fous un petit peu. Ah, blague, vous l'avez. C'est surtout pour pouvoir ramener ma tour. Et mes pièces, normalement, à coup d'échec permanent, je devrais arriver à échec et mat ou quasiment. Cavalier D2, une bonne. Moi, j'avais prévu, ce que j'avais envisagé, c'est qu'il joue fou, qui m'embêtait un petit peu, et je me disais, allez, avec tour F8, tu vas pouvoir t'en sortir. Bon, il s'avère que ça donne un mat forcé, que j'avais pas vu, mais bon. Je poursuis, tour F8, échec. Éventuellement, les blancs, pour s'en sortir, peuvent mettre la dame en F4, auquel cas, je mange, échec. Il doit reprendre. Et là, je vais quand même bien m'en sortir parce que j'ai équilibre. Vous voyez, hein, égalité matérielle. Mais vous n'avez pas envie de jouer les blancs. Je le sais. Et on nous propose dame G6 qui menace des choses assez pétillantes pour les noirs. Ce n'est pas ce qui se passe. Mon adversaire préfère enfermer son fou, donc là, son roi, pardon, l'amener au centre du jeu, ce qui n'est pas une très bonne idée. Je choisis de continuer de le mettre échec. Je me rapproche. Je referme l'étau. Un joli coup auquel je pense en me disant, bah là, ça va le faire. Hein. Ma tour contrôle la colonne. Ça, c'est contrôlé par mon fou. Les cases blanches, je vous l'ai dit. Là, le roi est vraiment en grave danger. Il faut qu'il s'en sorte. Il s'avère que la meilleure défense, c'est dame E5. Auquel cas, tour prend E5. Puis on prend E5. C'est juste du gagnage. On gagne du temps. Avec dame H1 qui suit toujours sur les cases blanches sur lesquelles ont du mal à se battre les blancs. Et on va arriver, pas forcément à du mat tout de suite, mais la dame va faire le ménage. Il s'avère que ce n'est pas ce que mon adversaire joue. Il joue G4 qui est une énorme boulette puisqu'il y a mat en 1. Regardez bien. Les cases blanches sont contrôlées par mon fou. La colonne est contrôlée. Vous pouvez le faire pendant que vous jouez aux échecs. Hein. Vous pouvez le faire avec la souris avant de jouer. Vous pouvez dire tout ça c'est contrôlé. Alors, est-ce que ça c'est contrôlé? Non. Voilà. Où est-ce qu'on peut enfermer? En fait, on peut se rendre compte qu'avec sa dame, si on réussit à mettre notre dame ici en E1, on contrôle ces cases-là et ces cases-là. C'est ce qui se passe. Je joue dame E1 et boum, échec et mat. Tout ça pour vous dire, une jolie partie, je suis assez content de moi. Je vous mets le PGN dans la description. Tout ça pour vous dire que après une ouverture ratée d'un pion faussement gratuit, en fait, faites attention à ces pions centraux en début de partie qui ont l'air gratuits, surtout pour des variantes comme celle-là qui ont été jouées des dizaines. Je vais cliquer sur ouverture. Cette position-là, alors peut-être pas celle-là. Celle-là, on est à 3000 positions. Celle-là, on est à 66 000 et généralement, les blancs rock. Mais là, on est encore à 3000 personnes. Là, il y a 3000 parties. Là, il y a 300 parties encore qui ont été jouées comme ça. Et là, il y en a quasiment plus 41. Pourquoi je sais pas. 73. Et là, 0, non? Si. 3 parties. Je pense que c'était des mecs qui étaient un petit peu fatigués. C'est censé avoir été joué par des joueurs à 2000 plus Elo. Mais un avantage certain. Donc, surtout dans des variantes assez simples, se demander pourquoi le pion est gratuit. Si jamais vous l'avez jamais vu gratuit, ou alors étudier après coup la variante. Et finalement, on se rend compte qu'après ça, quand on joue dame, qu'on récupère le cavalier, et quand il me joue mon C3, bon, il fallait que j'ai un peu de chance pour voir ce joli coup cavalier G4 qui menace mat, et pas trop ça, mais qui surtout
oblige les blancs à jouer G3, c'est le meilleur coup. Et bien là, ils ont fragilisé pour toujours leur case blanche. Et on a vu qu'au fur et à mesure de la partie, j'ai réussi à en profiter, tant mieux. Parfois, ça marche pas. On voit des faiblesses adverses et on ne réussit pas à en profiter. Parfois, on ne voit pas les faiblesses et du coup, on n'en profite pas, etc., etc. Voilà. Le numéro de Dans la tête de Dico s'achève. La semaine prochaine, spoil, je vous parlerai de mes parties contre MVL. Oui, j'ai eu la chance et l'honneur de jouer contre MVL la semaine passée. Je vais vous analyser ces parties-là que j'ai perdues. Non, ça vous étonne. Avec ma vision des choses au moment où je jouais quand Maxime jouait à l'aveugle. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine.